l'installation pratique? Je ne sais pas si c'est commencé. Bonjour, si c'est commencé. Parce que j'ai pas la vision. Si quelqu'un peut me dire. Nous voilà sur le live de. Normalement, oui. Non, je commence au cas où. Nous voilà sur le live sur la fratrie. Dans l'école Grandir vers demain. Voilà, effectivement, on est en cours. On dirait. Donc, nous voilà sur live sur la fratrie avec l'école, dans les locaux, pardon, de l'école Grandir vers demain à Strasbourg, que je laisserai Tiffany présenter tout à l'heure. Juste, je suis Dominique, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'accompagne les relations, je vous aide à oser la confiance dans les relations, avec les enfants, mais aussi avec les adultes. Fanny va faire le live avec moi, elle va entre autres me poser vos questions. Je laisse présenter, mais d'abord, Tiffany Linder va nous présenter l'école. Alors, donc ici on est à l'école Côté Jardin, qui est portée par l'association Grandir vers demain, où on met en place une pédagogie qui est une pédagogie active, qui s'inscrit dans l'éducation nouvelle, où on incite les enfants à utiliser, à entrer dans les apprentissages avec deux canaux différents, les sens, donc toucher, manipuler, être dans la créativité avec leurs mains, avec leur odorat, avec leur, voilà, tous les 5 sens, et celui du sémantique, c'est-à-dire comprendre à quoi va servir ce dont ils sont en train d'apprendre. Donc par exemple, c'est faire des multiplications avec une recette de cuisine. Donc on a une recette de crêpes pour 4, et ben on va être obligé de la multiplier pour la faire pour les 20 enfants de l'école, et ils comprennent à quoi ça leur sert d'apprendre les mathématiques, d'apprendre les multiplications pour les mettre réellement dans la vie concrète en action. Donc ça c'est ce qu'on utilise dans l'école. On s'inspire des pédagogues de l'éducation nouvelle, comme Célestin Freinet, Maria Montessori, Steiner, sur tout ce qui est autour de l'environnement aussi, puisqu'on s'inscrit dans une démarche de respect de l'environnement. On a une cantine qui est bio et biodynamique, donc on est en partenariat avec une ferme, donc on a notre AMAP qui, toutes les semaines, on récupère des légumes et des produits laitiers en biodynamie, que les enfants manipulent tous les jours, puisque c'est eux qui font le repas avec une enseignante pour tout le reste de leurs camarades. Voilà, on a aussi en dehors du temps scolaire des activités qu'on a mis en place. Donc le soir après l'école, il y a des ateliers, donc des ateliers de pratique artistique ou culturelle, ouvertes aux enfants et aux adultes. Donc la conversation anglaise, l'éveil musical, ce type de propositions qui sont après l'école. Et un week-end par mois, un dimanche par mois, on fait un brunch de l'éducation, où on en parlera peut-être un peu plus tard, où on invite un ou une spécialiste d'un domaine qui touche à l'éducation, et des parents, des éducateurs qui ont envie d'échanger sur cette thématique-là avec nous autour d'un petit déjeuner. Voilà, je crois que c'est déjà beaucoup de choses. C'est déjà pas mal de choses, ouais. C'est déjà beaucoup de choses. Hein, on accueille actuellement 20 élèves, on est au Neudorf. Voilà. Voilà, bah c'est chouette, mais je rebondis tout de suite sur le brunch de l'éducation de ce mois-ci, qui est dimanche, où je vais intervenir sur le thème de l'équidignité. Donc ceux qui me connaissent savent ce que c'est. Et pour les autres, l'équidignité, c'est une façon de définir la qualité de la relation entre l'adulte et l'enfant, pour sortir du dilemme, est-ce que c'est une égalité ou est-ce que c'est une hiérarchie? Eh bien, ni l'un ni l'autre, c'est une équidignité. C'est-à-dire la même dignité, le même respect pour la personne, mais des responsabilités différentes. Voilà, pour en savoir plus, c'est dimanche. Au brunch de l'éducation de Grandir vers demain. Je laisse Fanny se présenter. Je rebondis juste sur le brunch qui se déroulera donc à partir de 10 h à l'Anticafé à Strasbourg. Ah oui. Voilà. Et sur l'inscription. Plus d'infos sur la page de Grandir vers demain.
Donc moi je suis Fanny, je suis belle maman d'un enfant qui a presque 19 ans et maman de 3 enfants qui ont 10, 9 et bientôt 5 ans. Et ma petite dernière est scolarisée à l'école Grandir vers demain, voilà, dans ce magnifique lieu et dans cette pédagogie très appréciable. Voilà, et aujourd'hui on avait envie de parler d'un vaste sujet, qui est le sujet des relations entre enfants. Parce que, évidemment, avec 3 plus 1 enfants, je me pose beaucoup de questions à ce sujet, n'est-ce pas? Et notamment avec cette question de savoir est-ce qu'à chaque fois c'est une question de jalousie qui est au centre des conflits et des relations entre enfants. Voilà, c'est une question qui revient très souvent, la jalousie. On a même des livres qui ont pour titre, l'un des livres connus, le livre de Faber et Maslich, qui est très bien par ailleurs, a comme titre Jalousie et rivalité entre frères et sœurs. Donc ça nous donne la sensation que la jalousie a une place prépondérante dans les conflits entre frères et sœurs. Et c'est un point avec lequel je ne suis pas du tout d'accord. Voilà, donc on va mettre les choses au plat dès le début. Non pas que la jalousie entre frères et sœurs n'existe pas, mais ce n'est pas le problème principal entre les enfants d'une fratrie. Le problème principal entre les enfants d'une fratrie, c'est le problème entre n'importe quelle personne qui sont dans le même endroit. Souvent, les enfants d'une fratrie vivent ensemble tous les jours, ou presque, ça dépend comment c'est organisé, mais voilà, et ils ne se sont pas choisis, et ça suffit pour qu'il y ait des problèmes. Il n'est pas nécessité qu'il y ait de la jalousie. Je vais aussi vous montrer un exemple. Alors, Fanny va me tenir. Alors ça, c'est à la fois, ça peut être la maison, si vous avez envie, ou bien c'est les besoins de la personne. Donc j'ai un enfant tout seul, ou une personne toute seule, ça peut être pareil. Et donc, si j'ai besoin d'un truc, je vais là. Si j'ai besoin d'un truc là, je peux aller là où ça va pour satisfaire mes besoins. Mais si j'en mets 2, ça devient carrément plus compliqué. Et de temps en temps, on se frotte. On se frotte juste parce qu'on est 2, en fait. C'est pas qu'il y en a un qui veut quoi que ce soit, faire du mal à l'autre, juste on est 2. Et puis, si lui il veut aller là et l'autre là, on va avoir du mal à passer sans se frotter. On est obligé soit de se frotter, soit de s'éviter. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on se frotte? Si je frotte, comme ça mes 2 mains elles sont chaudes. Là, quand on est plusieurs enfants, forcément on se frotte l'un à l'autre dans la vie de tous les jours, c'est juste obligé. Et ces frottements, ça chauffe. Et ça peut chauffer beaucoup, parfois. Ça c'est vraiment important. C'est la première raison pour laquelle on a des conflits entre enfants, c'est juste parce qu'ils vivent ensemble. D'ailleurs, dans le couple, on a aussi des conflits. Et on n'est pas jaloux des parents qui ne sont pas les mêmes. Et la deuxième raison pour laquelle les conflits entre enfants montent souvent très haut, c'est parce que ce sont des enfants. Et que si ce sont des enfants, eh bien, ils sont en train d'apprendre tout un tas de choses en termes de relations et en termes d'émotions. Ils sont en train de mûrir physiologiquement, et donc ils n'ont pas les mêmes compétences qu'un adulte, et c'est comme ça. Et quand ils se font un petit bobo comme ça, qui sont tout petits, ils hurlent. Si le frère le pousse un peu, il hurle aussi. C'est pas spécifique parce que s'il y a les frères et que c'est de la jalousie, c'est juste parce que son émotion, il est encore en train d'apprendre à la gérer. Et quand il a moins de 5-6 ans, il peut juste pas la gérer vraiment. Et donc ça part en des proportions énormes parce que c'est des enfants. C'est la même chose, on le voit aussi, s'il découvre une petite fleur, il est émerveillé, c'est trop bien. Et ça, on trouve ça génial, mais c'est la même chose en fait. C'est juste que c'est plus important. Juste parce qu'ils sont en train d'apprendre. Au fur et à mesure qu'ils grandissent et qu'ils acquièrent des compétences nouvelles et des capacités nouvelles, parce qu'ils grandissent, c'est de plus en plus facile. Voilà, du coup, quand vous avez un problème avec vos enfants, je vais vous donner au fur et à mesure des petites questions à se poser qui peuvent vous aider à trouver vos propres solutions. Et si la jalousie n'existait pas, quel pourrait être le problème? Parce que spontanément, vous allez avoir tendance à vous dire que c'est la jalousie. Alors moi je vous propose de dire, et si c'était pas possible que ce soit la jalousie, ça n'existe pas. Quel pourrait être le problème? Et vous allez trouver des choses sur lesquelles vous pouvez beaucoup plus agir. Et qui vont beaucoup plus vous mettre en action que de dire, ils sont jaloux de se partager pareillement. Parce que ça, vous pouvez rien y faire. Et en plus, c'est rarement le problème. Voilà, ça c'était pour la petite question remise au point sur la question de la jalousie.
Alors du coup, moi, en tant qu'adulte, quelle est ma responsabilité? Alors, bah ça c'est une bonne base, une bonne question. Souvent on veut intervenir et on se demande est-ce que je dois ou est-ce que je ne dois pas intervenir. Et une question posée comme ça, je ne peux pas trouver de réponse. Hein, personne, voilà, ça ne veut rien dire. Hein. La question est de savoir, pour chaque partie, qu'est-ce qui est la responsabilité de chacun. Alors ceux qui me connaissent, ils ont déjà entendu parler de la responsabilité personnelle et la responsabilité sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? La responsabilité personnelle, c'est la responsabilité de nous-mêmes, de nos besoins, de nos émotions, de nos limites, de nos valeurs. La responsabilité sociale, c'est ma responsabilité par rapport aux autres. Là, on est trois. J'ai la responsabilité sociale de laisser la place aux autres, de ne pas les cogner de trop, de ne pas, je sais pas, etc. Je parle assez fort pour que les gens m'entendent. Enfin, il y a tout un tas de choses. C'est ma responsabilité par rapport aux autres. Ça joue tout le temps, et avec les enfants, c'est quelque chose qui est hyper utile en tant que parent, qui nous aide beaucoup à faire des tris. Lorsqu'il y a un conflit entre mes enfants, et que ça crie, je commence par quoi? Je commence toujours par ma responsabilité personnelle. Et ce n'est pas que en cas de conflit entre enfants d'ailleurs. Moi, je suis responsable par rapport à moi? Je suis responsable de mes émotions, et de la façon dont les gérer. Ça veut pas dire de la façon de les faire taire, hein, la façon de les gérer. La façon de gérer, ça veut dire déjà la façon de les accueillir. Coucou, qu'est-ce que tu veux me dire? Je suis responsable de moi, je suis responsable de mes besoins. Si j'ai besoin de calme, j'ai besoin de calme. Ce n'est pas mes enfants qui ont besoin de calme. Je suis responsable de mes limites. Et je suis responsable de mes valeurs. Alors, dans les conflits entre enfants, c'est très important. Parce que moi, j'ai des valeurs, je veux que la conflit entre enfants se passe conformément à la façon dont moi, je veux que ça se passe. Parce que moi, je trouve que c'est pas bien de se taper dessus. Par exemple. C'est assez fréquent. Chacun comme il veut, mais assez souvent, les parents, ils ont comme valeur que quand on a des conflits, on parle, on se tape pas dessus. Eh bien, les enfants, surtout quand ils ont 3 ans, ou 5 ans, ou 6 ans, ils n'ont pas la même valeur. Pour eux, c'est ok de se taper dessus. Et je ne sais pas une plaisanterie. Vraiment, quand on demande aux enfants, y compris à celui qui s'est fait taper, ils n'ont pas le même écart entre ce qui s'est passé. Bien sûr, ils n'aiment pas se faire taper dessus, mais c'est pas encore une question de valeur. C'est juste que j'aime pas qu'on me tape dessus parce que ça fait mal, c'est pas confortable, c'est pas agréable. Mais ils trouvent pas que c'est mal, alors que moi je trouve que c'est mal. Et si moi je trouve que c'est mal, c'est ma valeur. Et donc ma première responsabilité, c'est d'assumer moi-même. D'assumer que c'est moi, de travailler avec moi et de voir qu'est-ce que je fais pour moi d'abord. Ma deuxième responsabilité, c'est la responsabilité personnelle des enfants. Leurs besoins, leurs limites, leurs valeurs, leurs émotions. Donc dans un cas de conflit, ça va se retrouver majoritairement dans l'idée de les accompagner à faire la même chose pour eux-mêmes, c'est-à-dire à accueillir leurs émotions, à répondre chacun à leurs besoins, etc. Et seulement après, j'ai ma responsabilité sociale, qu'on vient toujours d'être en premier, mais je ne peux pas vraiment assumer ma responsabilité sociale si je n'assume pas la mienne d'abord. Je disais tout à l'heure, quand je suis ici, il faut que je fasse attention à ne pas cogner les autres, à parler assez fort pour qu'elles m'entendent. Voilà, ça, je peux le faire que si je commence par assumer moi-même, à savoir, moi, est-ce que ça me convient d'être là? Est-ce que je suis ok d'être ici? Est-ce que je suis bien? Si je ne suis pas au clair avec ça, je ne vais pas réussir à être disponible pour faire attention aux besoins des autres. Ma responsabilité sociale en tant que parent, on va prendre quatre points importants. Le premier point, c'est les besoins de chacun, répondre aux besoins de chacun, on y reviendra après, mais c'est une responsabilité que j'ai. Et j'ai bien dit aux besoins de chacun, un par un. Le deuxième point, c'est réfléchir aux compétences des enfants. Quelles sont les compétences et les capacités des enfants en fonction de leur âge, en fonction de leur personnalité. Et sur les compétences des enfants, j'ai quelque chose que je peux faire adapter quand c'est pas possible. Exemple typique, j'ai un bébé et c'est pas possible de lui dire de ne pas toucher les trucs du grand, donc j'adapte pour qu'il puisse pas le faire. Ça, on y pense assez souvent, mais avec des plus grands, la question se pose. Vous trouverez aussi des choses. Et apprendre. Leur dire là comme nouvelle compétence, qu'est-ce que je peux leur apprendre comme nouvelle compétence qui va les aider. Donc j'ai dit les besoins, les compétences. Traiter chaque enfant comme une personne distincte, ça fait partie de ma responsabilité sociale. C'est-à-dire, en gros, ne pas mettre le bazar là où il n'y est pas. Hein, si je suis tout le temps en train de comparer les enfants, je vais leur dire, c'est important de se comparer.
C'est le message que je transmets en comparant. Du coup, ils vont se comparer. Et du coup, ça va leur compliquer la vie parce que assumer soi-même, on a dit tout à l'heure, chaque enfant s'assume soi-même. Si je m'assume moi-même en comparant toujours à mon frère ou à ma soeur, c'est 10 fois plus compliqué que de m'assumer que moi. Donc ça veut dire ne pas comparer, voilà, ça veut dire ce genre de choses. Ne pas étiqueter. Et la dernière responsabilité, à laquelle tout le monde pense tout de suite, c'est les protéger, éviter qu'il y en ait un qui tue l'autre, par exemple. Voilà. Tant qu'à faire, c'est bien, même si ça n'arrive pas souvent quand même. On a souvent beaucoup plus peur de ce qui peut se passer que de ce qui peut se passer en vrai, quoi, hein. Dans un conflit, souvent, voilà, ça part en cacahuète et ma responsabilité d'éviter qu'il se fasse trop mal. Voilà un peu le tour de toutes les responsabilités et les rôles de l'adulte. Du coup, comment je réagis là, voilà, j'ai mes 2 grands garçons qui sont en conflit et j'entends le ton qui monte. Comment je réagis? Sur le moment. Alors ça, c'est la première chose. Sur le moment, on revient à ce que je viens de dire juste avant. Il y a la question de la responsabilité par rapport à un danger pour l'un ou l'autre ou les deux des enfants. On a toujours tendance à surestimer ce danger. Donc, est-ce que c'est grave? Est-ce que le risque qu'il court est grave? Et est-ce que c'est urgent? Est-ce que là, vraiment, tout de suite, il y a un risque vraiment important? Si c'est le cas, j'y vais, je dis stop, je sépare s'il y a besoin de séparer, et j'écoute les émotions de chacun parce qu'ils auront besoin, et ils peuvent avoir aussi besoin d'écouter les émotions contre mon intervention. Si c'est grave, je peux dire j'ai voulu intervenir parce que je ne veux pas que tu pousses ton frère dans l'escalier, par exemple. C'est trop dangereux. Donc se battre en haut de l'escalier, c'est pas possible. Allez vous battre ailleurs qu'en haut de l'escalier. Par exemple. Mais là, je prends éventuellement un exemple comme ça parce que 2 enfants qui se battent, qui sont d'âge proche, le risque est rarement grave, voire jamais. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se faire mal, hein, mais ils ne vont pas vraiment se blesser, la plupart du temps. Du coup, si c'est pas vraiment grave, s'ils ne vont pas vraiment se blesser, la deuxième question, c'est est-ce qu'ils m'ont demandé de l'aide? S'ils m'ont demandé de l'aide, bon, on peut envisager d'intervenir. On n'est encore pas obligé, mais on peut. S'ils m'ont pas demandé de l'aide, ben, a priori, je m'occupe de ma responsabilité personnelle. C'est très difficile pour moi, et je m'occupe de mon émotion, de supporter ça. Et je m'occupe de mon envie de calme, etc. Ils m'ont rien demandé. Alors ça peut paraître choquant, mais en fait, on disait tout à l'heure les compétences, si on veut qu'ils apprennent à gérer leurs conflits, il faut leur laisser l'occasion de s'entraîner. S'ils ne s'entraînent jamais, ils ne peuvent jamais y arriver. Mais là, on va parler je vais en dire au fur et à mesure aussi, comme les questions, les messages implicites. Ce que je fais, ça dit quelque chose quand je le fais, mais ça dit aussi quelque chose de caché. Si chaque fois qu'il y a un conflit, j'interviens, qu'est-ce que je dis à mon enfant? Je lui dis, pour résoudre les problèmes entre enfants, il y a besoin d'un adulte. Je ne lui dis jamais comme ça. Mais si j'interviens à chaque fois, c'est ce que je dis. Et donc, ils disent, ah, bon, ok, ils ont confiance en nous. Si nous on dit, il y a besoin d'un adulte, bon, ben, ok, il y a besoin d'un adulte. Donc, chaque fois que j'ai un conflit, je sollicite un adulte. Soit directement, en demandant de l'aide, soit indirectement, en criant assez fort. Mais je ne vais pas chercher une solution, c'est pas la peine de chercher une solution, il suffit de crier, ça vient. Donc ça, c'est le premier message implicite qu'on transmet à nos enfants qui complique la vie. Si pour trouver votre solution à vos problèmes entre enfants, vous avez besoin d'un adulte. Donc s'il m'a pas demandé d'aide, le mieux c'est de rien faire du tout. Si moi quand même je me dis, ça serait bien, alors ça dépend aussi de l'âge. Plus ils sont petits, plus ça va être utile de venir les aider de la façon la plus légère possible, parce qu'ils sont, comme on disait, encore ils ont du mal en termes de compétences, de gestion des émotions, etc. Plus ils sont grands, moi j'interviens. Si je veux aider, je me fais d'abord embaucher comme aide. Et donc j'arrive, je dis, bonjour, je vois que ça monte un peu le ton. Vous avez besoin d'aide ou pas? Question. Oui, non, non, d'accord. Et je repars. Éventuellement, je peux dire mon besoin. Ok, mais est-ce que vous pouvez vous discuter un peu moins, avec moins de décibels ou alors fermer la porte? Ça serait plus agréable pour moi. Par exemple. Mais s'ils n'ont pas besoin d'aide, ils n'ont pas besoin d'aide.
Avec un petit, je peux, au lieu de dire voulez-vous de l'aide, parce que s'il y en a des petits, des enfants vraiment qui ont 2 ans, 18 mois, 3 ans, c'est compliqué de leur dire est-ce que tu as besoin d'aide. Alors on peut apporter juste une aide en décrivant le problème. Je vois qu'il y a un seul jouet et 2 enfants, c'est très compliqué. Et puis je pars, c'est tout, le minimum. S'ils demandent de l'aide, ou s'ils acceptent ma proposition d'aide, ceux qui ont besoin le plus. J'ai vu que c'était écrit là sur les murs de l'école. Écoutez les sentiments de chacun. C'est la première et la chose la plus importante à faire. Leur laisser le temps à chacun, alternativement, alors en fonction de l'âge, on gère. Du tempérament, de celui qui est le plus énervé, qui sait qui parle en premier ou en deuxième. Mais l'idée, au fur et à mesure, ils prennent l'habitude que chacun peut parler. Laisser exprimer tous les sentiments de chacun jusqu'à ce que ça aille un peu moins, qu'on soit un peu descendu dans l'émotion. Sinon, on n'arrive à rien. Donc ça, c'est la base quand ils ont besoin d'aide. Et une fois qu'on les a écoutés, 9 fois sur 10, ça suffit, il n'y a plus rien à faire. Parfois, ça ne suffit pas, alors je peux leur proposer de chercher une solution. À ce moment-là, à nouveau, je vois que ça va mieux. On pourrait chercher une solution. Est-ce que vous pensez que vous pouvez trouver la solution tout seul ou vous voulez que je vous aide? C'est pas parce que j'ai commencé que je suis obligée d'aller jusqu'au bout en fait. Toujours pareil. Je veux leur donner le message, vous pouvez le faire. Vous pouvez y arriver vous-même. Entraînez-vous. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment une autre chose importante, c'est que si les fois où j'interviens pas, pour m'aider à tenir, je peux le dire, ils s'entraînent, et c'est chouette. Ils ont l'occasion de s'entraîner au conflit avec quelqu'un avec qui le risque de rupture de la relation est faible, dans un cadre où ils sont habitués, où ils connaissent le cadre, etc. Quelle chouette occasion, c'est génial. Non? Oui, il vaut mieux voir comme ça. Voilà en gros comment moi je vous propose de prendre les choses à chaud. Et alors, le reste du temps, hors conflit, qu'est-ce qu'on peut mettre en place Alors, en dehors du conflit, on va revenir aux autres responsabilités de l'adulte, en dehors du danger. Parce qu'en dehors du conflit, il n'y en a plus de danger. En dehors du conflit, il y a plusieurs choses à faire. D'abord, il y a une évaluation à faire. C'est qu'on a souvent l'impression que les enfants s'entendent très mal parce qu'ils ont des conflits fréquents et violents. Ça ne signifie pas qu'ils s'entendent très mal. Ça signifie qu'ils ont des conflits fréquents, violents. Qu'est-ce que ça dit? Donc ça, la première chose à faire quand j'ai l'impression qu'ils s'entendent très mal, c'est de commencer par observer la réalité de leur relation. Est-ce qu'ils ont des moments où ils sont complices? Est-ce qu'ils ont des moments où ils rient, où ils jouent? Est-ce qu'ils complotent des bêtises ensemble, par exemple? Enfin, ça prouve qu'ils s'entendent bien. Est-ce qu'ils se défendent l'un l'autre dans certaines circonstances? Enfin bref, est-ce que j'ai des signes qui montrent que la relation est bonne? Si j'ai des signes qui montrent que la relation est bonne, c'est que tout va bien. Si la relation n'est pas bonne tout le temps, là c'est un autre problème. On ne va pas en discuter maintenant, mais c'est intéressant de faire le point. Et là, vraiment, il faut le prendre plus au sérieux. Mais c'est très rarement le cas. En général, il y en a des conflits violents, mais on a aussi des super moments. Et la relation, globalement, est bonne. C'est juste que, des fois, ça frotte. Comment je fais quand ça frotte? Alors, je vous ai déjà tout à fait proposé d'ailleurs ici, la jalousie n'existait pas, quel serait le problème? Et là, je vais vous proposer 2 nouvelles questions à vous poser pour faire le tri et pour anticiper les problèmes. Souvent, c'est des conflits récurrents. Je ne sais pas comment c'est chez toi. Oui. C'est toujours les mêmes conflits entre les mêmes enfants. Toujours les mêmes styles de conflits. Et ça évolue quand les enfants grandissent un petit peu ou pas. Des fois, on garde la même famille, le même mode relationnel quand ils grandissent, et des fois, ça évolue. Quand j'ai des choses récurrentes, il y a 2 questions à se poser sur ce conflit récurrent. C'est quels sont les besoins qui ne sont pas satisfaits? Alors les besoins pas satisfaits, on peut aussi se le demander à chaud. Exemple typique de ce matin chez moi. Mes garçons se sont réveillés plus avant les parents. Ils ont 6 ans, 2 jumeaux. Et on a commencé à entendre des cris et des énervements. Ma grande s'est levée, elle est allée les aider, qui a 14 ans. Et au début, ça a calmé un peu le jeu. Et puis à nouveau des cris. Je descends,
Et qu'est-ce que je vois? 2 assiettes avec des parts de lasagne. Oui, c'est le matin à 8h. Des parts de lasagne que ma grande avait pesées pour que tout le monde ait la même, les 2 garçons aient la même part de lasagne. C'était les lasagnes de la veille, parce que la veille, ils se sont endormis à 18h30 sans manger. Ils ont dormi toute la nuit, d'où le réveil plutôt le matin. Et ils sont descendus, ils savaient qu'on avait des lasagnes la veille et qu'ils n'allaient pas manger. Ils ont vu qu'il restait, d'après eux, pas du tout assez de lasagnes pour eux. Ils ont commencé à discuter comment on pouvait les partager parce qu'il n'y en avait pas du tout assez. Ma grande a essayé de proposer de discuter. Elle a pesé que chacun ait le même poids. Mais il y avait, elle a coupé comme ça dans le part. Il y avait une assiette où il y avait une belle part carrée. Et l'autre où il y avait tous les petits bouts. Parce que pour peser la même quantité, il faut prendre un bout, il faut mettre un. Et alors donc c'est vraiment nul d'avoir une assiette avec tous les petits bouts. Parce que la belle part carrée, c'est quand même beaucoup mieux. Hein, voilà. Et donc là, il y avait un gros conflit sur ce sujet-là. Là, on pourrait dire, parce que c'est le symbole de la jalousie envers les parents ou envers la grande sœur, ou ce que vous voulez. En fait, là, pour moi, ça a paru évident le problème. Ils se sont endormis à 18h30. Il était 8h du matin. Ils avaient faim. Et le problème, c'était pas la part carrée de lasagne. Le problème, c'est j'ai faim. Je suis stressée. Alors en plus, on parle de lasagne. Ça donne envie quoi. Et donc, il peut se passer n'importe quoi. Je suis hyper tendue et tout part en cacahuète. Donc là, c'est pause. On parlera des lasagnes après le petit déjeuner. Énervement, parce qu'ils ont envie d'en parler tout de suite. Écoute de leur frustration de ne pas en parler maintenant, mais on n'en parle quand même pas jusqu'à la fin du petit déjeuner. En petit déjeuner, début du petit déjeuner difficile parce qu'il y a un peu tendu. Et au fur et à mesure, ça descend. Et après le petit déjeuner, tout le monde était d'accord de prendre la part pas carrée. Pour que il n'y avait plus de problème de part de lasagne. Donc ça, les besoins satisfaits, c'est vraiment important. Donc ça, les besoins de base, à chaud, il a faim, il a froid, il a soif, etc. Il est irritable, le premier qui prend, c'est le frère ou la soeur qui est à côté, parce que c'est confortable, c'est facile. Et si en plus le frère ou la soeur a aussi faim, chaud ou froid, c'est voilà. Mais les besoins, ça peut aussi se poser la question de façon plus chronique. Il y a des enfants qui ont besoin d'une vie organisée, d'une chambre rangée, d'un rythme régulier. Et si ce n'est pas le cas, ils sont irrités. Et s'ils sont irrités, ils ont besoin d'un punching ball. Et si ils ont un petit frère ou la petite sœur, c'est un très bon punching ball. Donc, c'est récurrent, on peut regarder à quel moment de la journée ça arrive. Est-ce qu'il faut que je rajoute un goûter, une sieste, une pause? Est-ce qu'il faut que je fasse le repas à l'heure? Est-ce qu'il y a quelque chose sur les besoins de base que je peux travailler? Sur les besoins, on a aussi le besoin de calme. Des fois, les enfants ont besoin de calme, souvent les plus grands par rapport aux plus petits. Ils ont tous besoin de calme, mais les plus grands ont plus besoin de calme. Et les plus petits ont plus besoin de bouger. Et donc, des fois, il y a un peu des incompatibilités. Donc, comment moi, je peux organiser la vie pour que le grand il ait du calme et le petit il ait du dynamisme. Dans les besoins, je regarde en bas parce que j'ai des papiers en moi. Si vous voyez. On a aussi les besoins liés à l'appartenance. Alors ça, c'est ce qu'on confond souvent avec la jalousie. C'est quand l'enfant il vient, il dit pourquoi mon frère il a eu ça et moi non. En fait, quand il dit ça, c'est est-ce que moi aussi je fais partie de la famille? À la limite, il s'en fiche du frère. Et à la limite, un enfant qui n'a pas de frère, il pourrait venir dire est-ce que mon copain il a eu ça et moi je ne l'ai pas? Est-ce que dans notre famille aussi on a un lien? C'est uniquement qu'il est en train d'apprendre l'appartenance et donc il prend des exemples là où il les trouve. Et ce qui est important, c'est lui. Comment toi tu te sens dans la famille? Comment toi tu te sens appartenir à la famille? Et donc revenir sur écouter son sentiment et chercher comment je peux créer de l'appartenance avec lui et avec toute la famille. Ça, c'est un besoin souvent qu'on oublie. Et après, on a tous les besoins liés à l'identité. Ma chambre, mes jouets. En vrai, c'est moi qui compte, pas la chambre ou les jouets. C'est juste, j'ai le droit d'être moi, d'être différent. Et voilà. Et mon frère aussi, et des fois, ça frotte. Donc tous ces besoins, comment j'y réponds moi en avance tout le temps, même quand il n'y a pas de problème. Et quand il y a un problème récurrent, est-ce que ce n'est pas une question de besoin? L'autre axe, c'est les compétences. Hein, c'est, dans ce conflit récurrent, de quoi l'enfant a besoin pour mieux le gérer. Quelles compétences nouvelles il a besoin pour mieux gérer ce conflit-là. Exemple, un enfant qui prend le jouet aux autres, il a besoin de la compétence, comment je fais pour dire à l'autre que ce qu'il a, j'ai trop envie de l'avoir. Si je lui dis ne le prends pas des mains, c'est une chose, mais ce dont il a besoin, c'est comment je fais pour lui demander. Et donc, travailler ça.
Et après, avec ça, après c'est de quoi il a besoin. La deuxième question, c'est est-ce qu'il a un âge et des capacités générales qui font que c'est possible pour lui? Pas toujours. Et si c'est pas possible pour lui, qu'est-ce que je peux trouver comme alternative pour l'aider? Mais si c'est possible pour lui, ben, je vais lui apprendre. Je lui apprends déjà en donnant l'exemple. Je vais lui apprendre en jouant. On dirait que toi tu joues et que moi je te prends le jouet et que je te le demande comme ça, et après on fait l'inverse, etc. Et une fois que c'est bien rentré par le jeu, par l'explication, à ce moment-là on peut lui dire bon ben la prochaine fois je te le rappellerai en te disant demandez. Voilà. Mais c'est après, à la fin. Je ne commence pas par lui amener la solution. D'abord je commence par lui proposer, l'entraîner, etc. On ne vous dit pas direct. Bon alors, demain, Jeux Olympiques, c'est parti, 100 mètres. Non, d'abord, on va peut-être s'entraîner, voir comment si on est meilleur sur le 100 mètres ou sur le 400 mètres, voir qu'est-ce qu'il faut apprendre comme nouvel exercice, et après, on fait les Jeux Olympiques. Donc, d'abord, on s'entraîne sur la compétence qu'on se rend compte que cet enfant a besoin de développer et qu'il est capable de développer d'après son âge. Je m'entraîne en jouant, en parlant, en faisant des essais avec moi. Je peux aussi verbaliser ce que je fais. Ah tiens, là je vois que papa il a un livre qui me plaît. Tiens, je vais pouvoir lui demander. Tiens, est-ce que tu peux me prêter ton livre? Voilà. Et donc je verbalise, il voit comme ça l'exemple. Au lieu de le faire spontanément, d'abord je lui dis. Comme ça il voit. Et il va reconnaître que je le fais à d'autres moments. Et après seulement, on fait les Jeux Olympiques et il le dit quand il y a le conflit. Dans l'ordre. Voilà. Et ça, c'est deux axes qui vont vraiment nous aider à diminuer le nombre de conflits. Par contre, il y aura toujours des conflits. Et c'est bien, parce qu'ils ont bien de s'entraîner, on a dit. Voilà un peu l'ensemble. Ouais, j'avais parlé des messages implicites, je ne les ai pas tous dit. Qu'est-ce que j'avais dit? Il faut un adulte, bon ça je l'ai dit. Un autre message implicite qu'on donne souvent aux enfants, en particulier quand on essaye de savoir s'il y en a un qui ment. On leur donne comme message, il y a une seule vérité. Du coup, ils vont être en conflit sur qui c'est qui a la vérité. Ça, c'est une mauvaise idée. Parce que s'ils essayent d'avoir raison, il faut qu'il y en ait un qui ait tort. Alors, personne n'a envie d'avoir tort. Hein, comme dit Raymond DeVos, moi aussi des fois j'ai tort, mais quand j'ai tort, j'ai mes raisons. Que je donne pas, sinon c'est reconnaître mes torts. Voilà. Bon, vous pouvez regarder le sketch entier, sûrement vous le trouverez sur YouTube, il est excellent, sur avoir tort et avoir raison. Bon, donc, la question n'est pas de dire, il y en a un qui a tort et l'autre qui a raison, c'est de dire, toi tu penses ça, et en même temps, toi tu penses ça, et pourquoi pas. Bon, il n'y a pas qu'une seule vérité. Ça c'est un message bloquant, il faut un adulte. Tous les conflits ont une solution qui convient à tout le monde. Ça c'est une fausse idée aussi. Bien sûr qu'on peut chercher des solutions, on a tous les systèmes gagnant-gagnant, c'est-à-dire on essaye de sortir de nos habitudes pour monter plus haut, avoir plus de possibilités et chercher une solution qui convient à tout le monde, qui est différente des deux solutions que chacun voulait. Hein, un voulait manger, je sais pas moi, une salade de fraises et l'autre il veut manger un gâteau au chocolat. Et finalement, on va manger une tarte à la rhubarbe parce que tout le monde est d'accord. Ça n'a aucun rapport avec les deux solutions de début. Ok, mais des fois, c'est pas possible. Et ça, c'est vraiment important de le dire aux enfants et de cette façon-là. Tu sais, des fois, on ne trouve pas de solution qui convient à tout le monde. C'est tout. Je lui demande, juste qu'ils le sachent. Ça va les aider à lâcher dans certaines circonstances. Sinon, ils ont l'impression d'être en échec tant qu'ils n'ont pas trouvé une solution qui convient à tout le monde. Et en particulier, les enfants qui sont très faciles pour nous. C'est-à-dire les enfants qui vont coopérer, qui vont adhérer à nos valeurs, qui vont avoir envie de faire comme nous, etc. Tout à l'heure, je disais, ma valeur de ne pas taper, c'est ma valeur. Et bien, si mon enfant, il prend ma valeur de ne pas taper, il prend ma croyance qu'il y a toujours une solution au conflit, il se sent responsable de trouver la solution, etc. Eh bien, je le mets dans une même passe. Et cet enfant qui, d'habitude, est facile et qui coopère, etc., il va devenir un moment très difficile et ça va partir en cacahuète parce qu'il se sent en échec de ne pas trouver une solution qui convient à tout le monde. Eh bien, on lui dit, tu sais, des fois, il n'y a pas de solution qui convient à tout le monde. Ça va mieux, d'un coup. Des fois, ça va bien. Et après, bon, voilà. Et celui qui a une solution qui lui convient moins, bah, on peut l'écouter. Voilà. Ça, je dis les conflits, la solution qui convient à tout le monde. Il existe des bonnes et des mauvaises solutions. Ça, on revient aussi sur les valeurs. Il y a des bonnes solutions et il y a des mauvaises solutions. En tant qu'adulte, très souvent, on transmet cette idée. Se taper dessus, c'est une mauvaise solution.
Bah pas forcément en fait. Pas forcément. Des fois, les enfants, il y en a un qui prend le jouet en premier, celui qui en a pris le jouet tape l'autre, et puis ils repartiront dans le coin, et pour eux, c'est une solution. Moi ça ne me plaît pas, mais à vous ça ne vous plaît sûrement pas non plus, mais pour eux c'est une solution. C'est une solution, ils n'ont pas de problème, et c'est une façon de gérer. En grandissant, ils changeront, parce qu'ils vivront des inconvénients. Mais si je leur dis que ça c'est une mauvaise solution, encore une fois, je les bloque dans la recherche d'une solution idéale qu'ils ne sont pas forcément capables de trouver sur le moment. Et la dernière chose, le dernier message que l'on transmet sans le vouloir, mais alors vraiment, beaucoup sans le vouloir, c'est lorsqu'il y a quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, dont vous n'avez pas envie de vous occuper, disputez-vous, comme ça vous ne le ferez pas. Exemple. C'est l'heure d'aller au bain. Tout le monde va aller au bain en même temps. C'est l'heure de ramasser la table. C'est ton tour. Mais non, c'est le tien. Boum, bif, je tape. Ouais, je me sépare, chacun dans sa chambre. Comme ça, je range la table. Super. Super cool. Alors, ils décident pas, les enfants, on va se disputer pour qu'elle nous envoie dans la chambre et qu'on range pas la table. Ils n'ont pas du tout décidé ça. Faut être clair, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Je suis pas en train de dire qu'ils sont en train de manipuler. Je suis en train de dire que une fois ou l'autre, il y a eu ça. Quelque part, ils ont eu ce bénéfice indirect de ne pas avoir rangé la table, de ne pas avoir allé au bain, etc. Ou même de ne pas avoir réglé eux-mêmes le conflit. Et du coup, ça se reproduit, puisque ça a un bénéfice. À ce moment-là, si je me rends compte que c'est tout le temps à l'heure de me faire un tour de table, de ranger la table, qu'il y a un conflit, je me dis stop. À ce moment-là, je reviens au problème. Et au lieu de m'occuper qu'ils se tapent, je fais comme si je n'avais pas vu qu'ils se sont tapés, et je dis, quel est le problème avec la table? Et on parle de la table, parce que le problème c'est de mettre la table, c'est pas de se disputer. Et ça c'est un message qu'on fait très 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 souvent. Très souvent, les enfants prennent l'habitude que quand il y a quelque chose qu'ils ne savent pas gérer, ils n'ont qu'à se disputer, on va le gérer à leur place. Voilà, on a fait un petit peu le tour des choses importantes. Je ne sais pas ce que ça évoque en toi, ou s'il y a des gens qui ont des questions. Alors, je vois pas trop de questions pour l'instant, mais, mais voilà, ça va peut-être venir avec des cas concrets ou des choses. En tout cas, déjà, ça apporte des solutions. Ouais. Ouais, ça répond aux choses aux questions, il y a des choses que ça t'a fait penser à des choses que tu as dit. La question des besoins, par exemple, de l'enfant, c'est quelque chose que je sais que moi j'oublie trop souvent. Ouais. Et que les conflits autour du repas, souvent avant le repas, dans la demi-heure qui précède l'heure du repas, mais il y en a mais tout le temps. Et que ce soit pour mettre la table, que ce soit pour arrêter de faire de l'écran parce que voilà, le temps est imparti, que ce soit pour se prêter un jouet pour tout, pour n'importe quoi. En fait, ils ont faim. Effectivement, ils ont faim. Donc on cherche beaucoup d'autres solutions, mais celle-là, c'est la première qu'il faudrait... Et donc, qu'est-ce que tu peux faire pour le fait que dans les demi-heures avant le repas, souvent ils ont faim? Il suffit de décaler un peu le repas. Hein. Tu peux décaler le repas tous les jours, mais des fois c'est pas forcément possible. Tu peux aussi leur donner un bout de pain. Ouais. Oula, je vois que tout le monde est agacé aujourd'hui. Qui veut un bout de pain? Moi. Et voilà, ils sont réunis autour du bout de pain. Bon, encore faut-il qu'il y a ce pain, sinon après on va dire. Là, ça me fait penser, cette histoire de bout de pain, l'égalité. Est-ce qu'on donne la même quantité à chacun? La réponse est non, parce qu'on donne en fonction de ce que chacun a besoin. Plus je donne la même quantité à chacun, plus je transmets encore un message implicite. Il faut que vous ayez la même quantité. Et si je le transmets ça trop souvent, ils vont devenir gardiens de vérifier s'il y a la même quantité et ils vont mesurer si ça fait 1 mm de plus de jus d'orange ou pas. Voilà. Et je me complique beaucoup la vie. Et en plus, je leur apprends à ignorer leurs besoins, de savoir combien j'ai faim, combien j'ai soif, entre autres, mais pas que sur ça. Pour remplacer le fait de répondre à mon besoin par je vérifie par rapport à mon frère. Ça, une fois, c'est une chose que j'avais fait et qui avait beaucoup fait rire mes enfants. Donc l'humour, c'est quelque chose qu'on peut utiliser avec les enfants, mais avec précaution, parce que c'est quelque chose de très puissant, donc ça peut être très puissant dans le sens positif, mais aussi très puissant dans le sens négatif. Mais là, ça avait très bien fonctionné, ça avait beaucoup fait rire, c'était devait avoir un an. Mes garçons, 5 ans,
Et il voulait savoir si l'autre avait eu un petit Suisse ou 2 ou 3, et combien le frère a eu de petits Suisses, et combien moi j'ai de petits Suisses, et, alors qu'il y avait assez de petits Suisses. Parce que quand il n'y en a pas assez, c'est autre chose, c'est une autre question qu'on partage. Mais quand il y en a largement et que tout le monde aura tout ce qu'il a besoin, on s'en fiche de savoir si son frère il en a eu part ou une autre part. Et un jour, j'en ai un qui était allé aux toilettes au moment du repas, au moment du dessert. L'autre mange ses petits Suisses et je jette le petit Suisse vide. Et le deuxième, quand il revient des toilettes, il dit je veux des petits Suisses. Et puis il regarde partout sur la table, je le vois chercher. Je dis qu'est-ce que tu cherches? Je veux savoir combien mon frère a mangé de petits Suisses. Pour savoir combien je dois manger. Et je me suis dit, j'avais dit plein de fois à chacun en fonction de son appétit, mais ça ne marchait pas. Manifestement, ça ne marchait pas. Et j'ai hésité un instant, j'ai dit attends, il faut que je téléphone à ma soeur, qui habite à 1000 km. Pourquoi tu veux lui téléphoner? Parce que je ne sais pas si je veux prendre une pomme ou un yaourt en dessert, et je voudrais savoir si elle a eu un yaourt. Parce que si elle a eu un yaourt, moi je veux un yaourt. Il m'a regardé comme ça. Et puis il a éclaté de rire. Il a fait tout à fait le lien, on a ri ensemble. Et puis il a pris la quantité de fils qu'il voulait lui. Indépendamment de savoir si son frère il en avait mangé ou pas du tout, on s'en fiche en fait. Ça c'est un problème assez fréquent aussi, hein, qui peut venir de comment nous on l'a transmis ou qui peut venir de l'école. Quand voilà, suivant les écoles, c'est pas toujours comme. Et des fois, ça peut, on a, pour se faciliter la vie, les enseignants vont donner pareil à chacun et du coup ils vont ramener ça à la maison. Et ça va être compliqué. Alors on a une question. Oui. Quand l'écart d'âge entre les enfants est important, est-ce qu'il y a une attitude particulière à avoir dans la gestion des conflits? Oui, alors, oui et non. Fondamentalement, tout ce qu'on vient de dire, c'est la même chose. Mais sur les 4 points où on a parlé de la responsabilité sociale des parents, l'écart d'âge va jouer. Sur les besoins, ça va jouer. Parce que les besoins, selon l'âge, enfin, les besoins de fond sont les mêmes, mais ils s'expriment de façon différente selon l'âge. Donc, je vais me poser la question, sur l'enfant qui a 10 ans de plus ou sur l'enfant qui a 10 ans de moins, qu'est-ce que ça change pour les besoins? Ça joue beaucoup sur les compétences. Face à un conflit entre des enfants qui ont 10 ans d'écart, les compétences que chacun a besoin d'acquérir sont différentes. Le grand va avoir besoin, par exemple, d'acquérir des compétences sur la gestion d'un petit. Qu'est-ce que ça veut dire être petit? On va lui amener des connaissances sur le fait que son petit frère, si j'ai un 2 ans et un 12 ans, mettons. Celui de 12 ans, il va avoir besoin que je lui amène des connaissances sur le fait que celui de 2 ans, quand il n'est pas content, il hurle beaucoup plus, il part beaucoup plus en cacahuète, et que c'est lié à son âge. Il a besoin de cette connaissance pour savoir gérer son frère. Mais celui de 2 ans, je ne vais pas l'expliquer comment fonctionne un ado, parce que c'est pas approprié. C'est pas de ça dont il a besoin. Lui, il va avoir besoin, celui de 2 ans, de savoir, par exemple, chercher du soutien quand il est en stress. Et parce qu'il n'aura pas il n'y a pas les mêmes choses. Ou celui de 2 ans, il va avoir besoin d'apprendre à frapper à la porte de son frère avant de rentrer dans la chambre. C'est déjà largement compliqué pour un enfant de 2 ans. Si déjà il apprend ça, c'est bien. Et celui de 12, il va falloir lui apprendre que c'est déjà pas mal pour 2 ans de savoir faire ça. Et que si après avoir frappé, il rentre direct, bon, c'est déjà pas mal. Et donc voilà, et celui de 12 ans va aussi avoir besoin d'apprendre à patienter, d'apprendre à trouver une autre façon de répondre à ses besoins, etc. Donc effectivement, l'écart d'âge va beaucoup jouer sur ce que j'apprends à chacun. En termes de compétences, ça va aussi jouer sur la protection. Ce que je disais là, est-ce que c'est grave et est-ce que c'est urgent? Si j'ai un enfant de 2 ans qui tape un enfant de 12 ans, c'est pas grave. Hein. Il va rien lui faire, je veux dire. Et celui de 12 ans, ben, il aura l'occasion d'apprendre comment je gère quand mon frère me tape. Comment j'arrive à me protéger sans l'agresser. Je peux l'aider à ça, mais globalement, c'est pas grave. Si c'est l'inverse, c'est peut-être pas pareil. Parce que, à la fois, ça peut être plus dangereux physiquement, vraiment, hein, parce que même involontairement, le grand peut faire mal au petit. Et au-delà de ça, c'est aussi plus dangereux émotionnellement pour le petit qui est très impressionné par le grand s'il est en train de crier ou de le taper. Psychologiquement, émotionnellement, ça peut être dur pour lui. Donc je vais intervenir plus vite dans ce sens-là. En n'oubliant pas que quand le petit grandit, il va falloir que j'arrête de faire ça. Sinon, je transmets au petit le message implicite
qu'il ne sera jamais capable. À un moment, il a plus de 2 ans, à un moment, il a 10 ans. Quand ils sont 10 et 20, peut-être que c'est beaucoup moins important que j'intervienne. Voilà, donc oui, oui et non. Fondamentalement, c'est la même chose, mais les problèmes ne vont pas être les mêmes. Moi, j'ai des jumeaux qui n'ont pas d'écart d'âge. Enfin, j'ai aussi les grands qui ont 15 et 12, donc qui ont un grand écart avec les petits. Donc j'ai les 2 cas. Mais les jumeaux qui n'ont pas d'écart d'âge, ou toi qui ont 9 et 10, on peut les laisser se battre, quoi. Vraiment. Il y a le risque qu'ils se fassent mal est quasiment nul. D'autant plus qu'ils se battent régulièrement, donc ils connaissent les limites de l'autre. D'autant plus que souvent ils se battent aussi. Voilà, nous avons eu une coupure, parce que le téléphone avait besoin de se rafraîchir et de se recharger. Voilà. Toujours important d'écouter les besoins des téléphones. Voilà. Donc, maintenant qu'on a écouté le besoin du téléphone, bon, pas ses sentiments encore, on repart. Alors, j'espère que les gens vont revenir, parce que ça, c'est pas tout. Voilà, on verra. Je ne sais plus ce qu'on disait, c'est pas grave, on va reprendre là où on en est, on repartage le live à droite à gauche. On a fait le tour des besoins, des compétences, des messages implicites, de la gestion du danger à chaud et de ma responsabilité personnelle. C'est déjà beaucoup, on a fait un bon tour de tout. Tu disais que tu avais une question. Oui, on parlait des conflits, parce qu'on a profité aussi de la petite coupure technique pour parler des conflits autour de la mise de table, etc. Et donc je me disais, par exemple, moi quand j'étais enfant avec ma sœur, pour éviter ces conflits-là, on avait un planning de tâches. Oui. Mais je me faisais la réflexion, clairement, je ne pense pas que c'est nous qui, à un moment donné, avons apporté cette solution. Je pense que c'est une solution que mes parents ont apportée. Donc si j'ai bien compris ce que tu disais, il n'y a pas nécessité de mettre un planning de tâches, sauf si c'est une demande des enfants. Alors ça dépend en fait à quel problème on répond. D'accord. Si on répond au problème du conflit des enfants autour de ramasser la table, non, ils peuvent se trouver la solution tout seuls. Qui sera peut-être planning, ils sont tout à fait capables, dès 6-7 ans, ils sont capables d'avoir l'idée de faire planning. Il sera peut-être autre chose. Alors, c'est toujours, en gros, 6-7 ans, c'est un âge pas mal. En dessous de 6-7 ans, souvent, je vais proposer des solutions. Et on va faire ensemble, on va construire. À partir de 6-7 ans, ils commencent à pouvoir trouver des solutions tout seuls. Et à partir de 14-15 ans, je propose des solutions qu'en cas de trucs énormes, quoi, hein, ils savent trouver leurs solutions. Et par contre, si, c'est souvent le cas, je ne sais pas, tu me diras, quand tu étais enfant, quand il y a un planning de table, pour lever et mettre la table et faire d'autres choses dans la famille, le problème auquel répond ce planning n'est pas les conflits entre enfants. C'est le fait que le parent a envie que les enfants aident. C'est donc un problème qu'a le parent. Donc c'est logique que le parent soit un leader dans une proposition de solution. C'est pas le même problème. Ça dépend à quel problème on répond. Les enfants peuvent trouver la solution pour leur table tout seuls. Mais si moi, j'ai besoin que les enfants mettent la table et j'ai la valeur que je veux que ce soit équitable, c'est parce que c'est mon besoin. Mais je vais l'exprimer comme ça. C'est pas vous disputez pour la table, on fait un planning. C'est pour moi, c'est important que les enfants participent à mettre la table et je veux que chacun participe également, donc je vous mets un planning. C'est pas la même chose. Voilà, je sais pas après comment c'était, hein, si c'était tes parents qui avaient proposé. Mais je me souviens pas. Souvent, les plannings de corvée, c'est souvent les parents qui proposent parce qu'ils ont envie que les enfants participent. Et c'est une solution qui fonctionne dans certaines familles pour que les enfants participent. Ça ne fonctionne pas toujours, ça pourrait être aussi un sujet d'un live. Les corvées, tiens. Ça, je garde pour une prochaine fois. Mais voilà, des fois ça marche, des fois ça marche pas, ça dépend de tout un tas de choses. Et voilà. Mais c'est une solution pour partager le travail à la maison. Les enfants, spontanément, de toute façon, ont quand même vachement tendance à proposer des tours de rôle quand ils ont un conflit. C'est d'ailleurs une solution tout à fait acceptable et qui peut bien fonctionner si les enfants sont capables de patienter leur tour. Et si les enfants ne sont pas capables de patienter leur tour, on revient aux compétences. Quelle compétence a besoin mon petit pour patienter son tour? Il est d'accord dans le fond. Si dans le fond il est d'accord sur cette solution de tour de rôle, mais que c'est trop difficile pour lui d'attendre, de quoi il a besoin pour patienter?
il a besoin d'avoir une stratégie d'attente. Ça a l'air de rien, mais c'est pas du tout rien. Stratégie d'attente, ça veut dire qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps, comment je sais que je ne vais pas patienter 10 minutes au lieu de 5 parce que je veux vraiment venir au bout de 5. Voilà, qu'est-ce que je fais, parce qu'attendre juste comme ça là, pendant 5 minutes, insupportable pour un petit. Qu'est-ce que tu peux faire pendant que tu attends pour que ce soit possible pour toi d'attendre? Et c'est là on revient à chaque fois avec la compétence. Alors, si ça vous intéresse, cette approche des relations de la fratrie avec les compétences, il y a un livre d'Elisabeth Crary qui s'appelle Laisse ta soeur tranquille, arrête d'embêter ton frère, ou l'inverse. Qui est beaucoup axé sur cette histoire de compétences. Bon, il y a quelques petites choses que j'aime pas dedans. En particulier, elle propose souvent les récompenses, ce que moi je propose pas du tout. Mais sinon, en dehors de cet aspect-là, elle développe beaucoup cette histoire de compétences selon l'âge et c'est assez intéressant. Voilà, parce que c'est effectivement quelque chose qui revient souvent, quoi, hein. On leur demande de régler les problèmes, mais on leur dit pas quoi faire d'autre et on leur apprend pas comment faire autrement.